Danse avec moi. Let's go. Elle a ouvert la voie du drag français sur la scène internationale avant d'en devenir l'ambassadrice la plus charismatique, présentatrice de Drag Race France, icône de mode et désormais chanteuse. Elle ne cesse de repousser les frontières du genre et de la performance. Carl Sanchez, mieux connu sous le nom de Nicky Doll, est l'invité de ce nouveau numéro 2 à l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Carl. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors c'est vrai qu'on a l'habitude de vous voir avec les cheveux un peu plus longs, beaucoup plus de maquillage. C'est vrai. Connu donc sous les traits de la flamboyante Nicky Doll qui vous accompagne, sorte de double qui vous suit depuis le début des années 2010. Et je sais qu'il y a quelques années, peut-être même quelques mois, vous ne seriez peut-être pas venu en Carl, justement. Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé? La fatigue, déjà. Les 3 heures de maquillage. Les 3 heures de maquillage. Ouais. Non, là, je suis venu vous voir parce qu'en fait, Nicky, elle est en tournée. Ouais. Et donc, du coup, ça fait partie des jours où Carl se repose un petit peu. Ouais. Et puis, ça fait du bien aussi de venir en Mais en exactement, et on Voilà. est très heureux que vous soyez là. En Carl, on va parler justement de cette dualité qui est au centre de ce premier album que vous avez sorti en septembre. Vous dites « Je performe le féminin en drague, mais je suis un homme dans la vie de tous les jours ». Vous mettez en valeur cette dualité. Donc l'album s'appelle Apollo Artemis. On va d'abord écouter quelques notes. Super. Drifting Away de Nicky Doll. Alors vous dites que cet album c'est un peu le reflet en fait de votre parcours et que ça vous a amené à accepter toutes les facettes de votre personnalité. Vous pouvez nous expliquer? Ouais, en fait, je me rendais compte que en plus d'éventuellement faire du drag, de performer le genre, il y avait aussi une complexité dans qui j'étais. Dans le sens où j'ai un côté qui est très solaire, un côté qui est un peu plus lunaire, un peu plus dark. Et je voulais essayer de réunir ça pour m'introduire au public avec mon premier album, tout en parlant des différents aspects de la pop. Parce que j'adore la pop disco, j'adore la pop très acidulée et summer et été. Mais à côté de ça, je peux avoir une pop un peu plus dense, un peu plus dark, un peu plus sulfureuse. Et donc j'ai voulu parler du coup de Apollo et Artémis, qui sont les deux jumeaux divins de la mythologie grecque. L'un est un homme, l'autre est une femme. Les deux sont très beaux. Évidemment. Et du coup, je voulais montrer cette dualité à travers cette étymologie-là. Ouais, et qui construit aussi votre parcours. Parcours en tant que drag queen qui a réellement explosé avec le Drag Race américain. Vous êtes d'ailleurs présentée par RuPaul et vous êtes d'ailleurs la première drag queen française à y participer. C'était en 2020. Finalement, qu'est-ce que cette expérience a changé dans votre vie? Cette expérience, ce qu'elle a changé, c'est que déjà, elle m'a permis de me professionnaliser vraiment à temps plein dans le drag, de me rendre compte que toutes les petites particularités qui faisaient qui j'étais en tant que personne, en tant qu'artiste, c'était pas forcément des choses qu'il fallait que je supprime, mais au contraire que je mette en avant. Et elle m'a apporté une liberté de pouvoir continuer d'explorer mon parcours artistique et surtout, grâce à Drag Race France maintenant, de pouvoir apporter cette même opportunité aux artistes locaux qui, en France, malheureusement, ne pouvaient pas profiter de ce genre d'opportunité il n'y a pas si longtemps que ça. Oui, parce que donc 2 ans... C'est bizarre de voir ça. 2 ans après, oui, c'est vrai que là, ça vous propulse en 2020. 2 ans après ce Drag Race américain, c'est vous qui reprenez les rênes, la présentation de Drag Race France. Et aujourd'hui, vous êtes en tournée avec toutes les reines de l'émission, dans une tournée qui se termine d'ailleurs à Paris, à l'Accor Arena, le 6 novembre. Et si vous voulez bien, on va se faire plaisir en regardant quelques images de ce que donne cette tournée.
l'énergie, les costumes, les chorégraphies. C'est vraiment en drag queen que vous sentez que vous pouvez le mieux exprimer toute votre créativité? Alors, vous m'auriez posé cette question-là il y a quelques années, je vous aurais dit oui. Mais maintenant, grâce au drag, j'arrive maintenant à comprendre que toutes ces qualités que je peux avoir sur scène, je les ai à tout moment. Mais c'est vrai que quand on a un eyeliner de 25 cm et de longs fossiles avec une bouche rouge, ça permet forcément de se mettre plus dans le personnage. Ouais. Et puis surtout, ça inspire d'avoir... bon, là, j'ai mis des strass pour l'avoir un petit peu avec moi aujourd'hui aussi. J'en ai mis un peu, je sais pas si vous avez Oui, vu. oui, j'ai vu, j'apprécie. Ça permet forcément de s'égayer soi-même et de monter sur scène et de voir les sourires. Mais c'est ma super héroïne et elle me permet vraiment de moins réfléchir, de déconnecter un peu le self-doubt et de pouvoir s'éclater sur scène. Ouais, et la confiance en soi, là, on la sent à plein tube. Alors, avant la scène, il y a eu le maquillage. Vous avez commencé en tant que maquilleur, puis le mannequinat, la mode. Vous avez été égérie de Jean-Paul Gaultier ou Thierry Mugler. Vous avez toujours revendiqué une esthétique qui est entre haute couture et culture pop. On vous a vu récemment, la dernière semaine de la mode parisienne, défiler pour Wine Santo. Et puis, il y a quand même ce parcours aussi, moi, en faisant des recherches pour cette interview. Vous êtes né à Marseille, vous avez grandi dans les Caraïbes, passé votre adolescence au Maroc, à Tanger, avant de vivre à Paris, puis à New York. En quoi tout ça, c'est un peu infusé et en quoi, aujourd'hui encore, ça nourrit le personnage de Nicky Doll? J'ai eu la chance d'être avec une maman qui était un peu nomade sur les bords, qui voulait à tout prix bouger un peu partout. Et ce que j'ai pu ressentir comme une frustration en étant plus jeune, parce qu'on n'a pas forcément d'accroche ou d'amis d'enfance, ce genre de choses, ça m'a aussi apporté une liberté culturelle, une liberté de ne pas se cantonner à des frontières. Et ça m'a permis aussi de puiser énormément d'inspiration et de culture un peu partout dans le monde. Et donc, je pense que Nicky, quand je dis que j'aime représenter toutes les femmes parce que c'est le sexe fort, à mon sens, elle a cette liberté de pouvoir aussi puiser dans différentes références. Et je dis toujours que Nicky, c'est un peu l'intersection parfaite entre la haute couture des années 90 en France et la culture pop japonaise. Alors, j'ai pas vécu au Japon, mais ça me permet de vraiment avoir cette liberté de pouvoir être qui je veux, quand je veux, toujours dans le respect par contre. Évidemment. Alors, on va se faire une petite pause parce que je vous propose de voir, imaginez si l'art du drag pouvait se mélanger à d'autres formes de spectacle. Oh. C'est le pari d'Amine Clouche. À 25 ans, il a décidé d'associer sa passion pour le drag à celle du catch. Il a lancé Drag Attack Wrestling, un show hybride qui se tient tous les mois à la Bellevilloise. À Paris, on va regarder un reportage signé Solène Klaus et Young Chim. Quand glamour et paillettes rencontrent des catcheurs hyper virils, sur ce ring, les drag queens n'ont pas peur de se prendre des coups. 3 heures de spectacle entre performance drag et véritable combat de catch. Au programme, drama et trahison. Toutes les attaques verbales des drag queens, je trouve ça énorme. Ça apporte vraiment quelque chose au catch, ce côté drag. Il n'y a pas tant de différence entre un spectacle de drag queen et un spectacle de catch au niveau de la performance, de ce que ça met en valeur sur le genre. Les catcheurs professionnels, hommes et femmes, jouent avec les codes et créent un nouvel espace d'expression pour la communauté queer. Evgenia fait partie des drag queens qui ont rejoint la promotion depuis sa création en 2024. Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais très timide et réservé. C'est en voyant du coup des femmes catcher, des femmes fortes, des femmes entre guillemets viriles, catcher et montrer donc une autre part de féminité. Je me disais que peut-être quand je serais plus grande, un jour je pourrais adopter un peu à ce modèle-là et ça m'a réconforté dans l'idée de transitionner. C'est grâce du coup au catch où ça a fait un mélange en fait des deux mondes dans le sens où je peux faire du drag en étant catcheuse. À l'initiative du projet, Amine Clouche, ce jeune diplômé d'école de commerce catch depuis l'adolescence sous les traits d'un personnage féminin progressivement devenu Jazz Paris, la première catcheuse drag queen de France. Beaucoup de minorités n'étaient pas représentées dans ce milieu-là. Le fait de pouvoir faire un show comme ceci, avec des personnes queer qui sont mises en avant, c'est un truc politique, quoi, à 100%. C'est un projet qui, de base, fonctionne, qui a permis de faire découvrir aux gens du catch un univers qu'ils ne connaissaient pas forcément. Les artistes drag que je ramène, ce sont en fait des personnes qui sont sérieusement soit fans de catch, soit qui sont intéressées par le milieu. Ça montre forcément un certain sérieux, une certaine crédibilité, ouais.
À l'APC, l'association des professionnels du catch, une quinzaine de drag queens ont déjà rejoint les entraînements et encouragent les catcheurs à expérimenter de nouveaux scénarios. Pour moi, le drag, c'est du catch. C'est du catch, mais sans le côté athlétique. Et en fait, nous, on crée un personnage. En fait, on se rend compte que des fois, ce qui pourrait être cool à faire, c'est vraiment mélanger les univers au point où les drags pourraient prendre des personnages un peu plus catchesques et nous, on pourrait prendre des personnages un peu plus côté drag. Mais avant de voir plus de glamour sur le ring, il va falloir un peu d'entraînement. Alors Karl, le drag catch, on en pense quoi? Moi, je trouve ça super et je trouve que c'est tout à fait vrai. Il y a pas mal de points communs. Dans les voyages de Nikki, quand j'étais parti au Mexique, j'avais découvert des artistes de lucha libre, qui est le catch mexicain. Et c'est exactement ça. Ils se créent un avatar, ils ont une sorte de super-héros qui mettent en avant sur scène avec des codes qui sont très similaires au drag. Et je trouve ça super cool que ça arrive en France, en fait. Donc c'est pas un mélange si improbable. Et c'est vrai que de toutes les façons, le drag a toujours été une manière de bousculer les codes. On a entendu le mot politique d'ailleurs dans le reportage, depuis sa création aux États-Unis à la fin du 19e siècle, notamment dans des bals organisés par d'anciens esclaves. C'est un acte de résistance. Pour vous, personnellement, quand est-ce que c'est devenu un acte politique de performer en drag queen? Je pense qu'à partir du moment où on met une robe et qu'on met des faux ongles et un rouge à lèvres alors qu'on est un homme dans une société qui est aussi binaire, ça devient un acte politique. Après qu'on décide de faire du militantisme et de vraiment pousser, je pense que ça, c'est arrivé à partir du moment où on a eu déjà les premières Pride, où c'est des personnes racisées, trans et drag qui sont allées devant les forces de l'ordre pour se battre pour nos droits. Donc je pense que ça l'a toujours été. Mais c'est vrai que grâce maintenant aux réseaux sociaux, à des émissions comme RuPaul's Drag Race, ça a permis d'apporter le drag et son message dans tous les foyers de France et aux États-Unis et dans le monde. Et c'est ce qui permet, grâce aux témoignages qu'on véhicule, grâce au cast, d'humaniser en fait toutes les personnes qui sont derrière et de montrer qu'en fait on n'est pas juste des uluberlus qui devraient vivre qu'à 2h du matin, qu'on mérite aussi d'être là et qu'il surtout il y a une raison de pourquoi on fait tout ça. Ouais, c'est un très beau message que vous portez. Karl, on va terminer avec un coup de cœur culturel du moment. Ouais. Je crois que vous vouliez nous parler du nouvel album de la chanteuse suédoise Zara Larsson, Midnight Sun. Qu'est-ce que vous aimez chez cette artiste? Ce que j'aime chez cette artiste, c'est que déjà c'est une jeune Suédoise qui fait de la musique depuis très longtemps et de chanteur à chanteur. Ce qui me touche, c'est que je la suis depuis hyper longtemps et de la voir enfin percer grâce à un projet avec une chanson aussi bonne que Midnight Sun, ça fait plaisir à voir. Et elle est en première partie de Tate McRae, je crois, en ce moment en tournée. Et j'aime beaucoup Tate, mais on parle que de Zara. Donc comme quoi, c'est son moment. Et surtout, cette chanson nous rappelle que l'été n'est jamais terminé. Et donc, je conseille à tout le monde d'aller découvrir cette chanson. Et encore du soutien entre artistes, ça fait du bien. C'est important. Merci beaucoup, Merci Karl, d'être venu nous voir. On vous retrouve en Nikki Doll, évidemment, sur la scène de l'Accor Arena le 6 novembre prochain, notamment pour cette tournée des Queens de Drag Race France. Et puis, votre premier album, Apollo Artemis, est disponible partout. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec quelques images du coup de cœur de Nikki Doll, Midnight Sun de Zara Larsson. À très vite sur France 24. It's the midnight sun kiss, get under the red sky, laying on your chest like this. Hold me like the pebbles in your hand, initials in the sand, yeah. Summer isn't over yet. Skinny dipping with your heart out is my favorite part.